Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Hello, bienvenue sur Futur Proche, le podcast des leaders marketing qui débattent du futur du marketing, qui le façonnent un peu aussi. Futur Proche, le podcast, c'est le podcast de la communauté du même nom qui s'appelle Futur Proche. Je suis Dominique Trémouille, CMO part-time, cofondateur de la communauté. Aujourd'hui, avec mes trois invités, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle, enfin beaucoup de gens parlent dans les keynotes, dans les présentations, dans les résultats de fin d'année. Là, on est en fin d'année d'ailleurs justement. Vous allez écouter cet épisode sûrement début 26, mais on est plutôt fin 25. Mais qui fait un peu grincer des dents aussi, pour plein de raisons. C'est ce qu'on appelle le marketing d'impact ou à impact, peu importe le nom. On verra ce que ça veut dire aussi et comment mes invités le définissent. Il y a 18 mois, on avait fait notre tout premier épisode, un peu moins de 18 mois, dont on parlait déjà d'impact. On avait plutôt étudié le pourquoi. Là, le pourquoi, je pense qu'en 2025, il est relativement clair chez tout le monde. Maintenant, la vraie question, c'est à quoi ça sert vraiment l'impact? Est-ce que ça performe vraiment? Est-ce que c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser dans cet environnement-là? Est-ce que c'est une ligne budgétaire aussi qu'on va couper quand ça va moins bien et on est quand même dans des périodes économiques où c'est un peu difficile? Bon voilà, on va discuter de tout ça, on va discuter des consos, on va discuter du greenwashing peut-être, on va discuter des boîtes qui ont mis l'impact au cœur de leur modèle économique. Pas que comme un axe de com, mais comme un moteur vraiment du business. Et pour décrypter tout ça avec moi, j'ai deux CMO et une experte RP qui passent les stratégies impact en revue au quotidien pour leur boîte, pour leurs clients et qui voient passer beaucoup de choses dans ce sujet. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Hélène, CMO de Phoenix. Bonjour Hélène. Bonjour Dominique. Manon, qui est CMO de Samy depuis très peu. Salut Manon. Oui, bonjour à tous. Et Pauline, experte RP, impact, énergie renouvelable. Je résume un peu comme ça? Énergie durable, c'est parfait. Bonjour à toute la communauté des durable. futurs proches. Merci à toutes les trois d'être là. Tous les quatre, on va parler de ce qui se passe vraiment sur le terrain côté impact, des chiffres, des galères, de comment on le raconte, comment on le justifie, comment on s'en sert. On va essayer de faire un épisode dense, concret, comme on les aime chez Futur Proche. Allez, c'est parti, on attaque. Ok, on y va, on va attaquer le sujet. Alors, moi, je suis pas un expert de l'impact, même si j'ai lu beaucoup de choses et que je me suis renseigné beaucoup de choses. J'ai bossé un petit peu sur la RSE à l'ancienne, il y a une quinzaine d'années, mais les choses ont bien changé depuis. Ce que j'ai vu qui m'a semblé vachement intéressant, et je voulais commencer un petit peu avec ça, dans beaucoup d'études qu'on voit passer sur, je dirais, l'impact ou la consommation responsable, peu importe le nom que ça prend, 70% des gens dans ces études-là déclarent vouloir acheter responsable. On va dire que c'est un peu le vocable un petit peu général. Concrètement, par contre, ça se manifeste pas toujours dans leurs achats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment parfois un écart entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Alors, ça m'intéresse un peu de commencer par étudier ça. C'est quoi pour vous l'impact? C'est quoi la place que ça a pris aujourd'hui dans nos environnements? Alors, peut-être personnel et professionnel aussi, du coup, en ce qui vous concerne toutes les trois. Je sais pas qui veut commencer par ça. Peut-être Hélène, toi qui as la confluence un peu des deux mondes, c'est-à-dire à la fois vous traitez des sujets de placer l'impact B2B pour vos clients et entreprises, et puis de transmettre ça à des consommateurs. Comment tu vois l'évolution de ce sujet-là aujourd'hui dans la société et la place que ça prend dans le comportement à la fois des entreprises et des consos? Ouais, merci de me donner la parole. Déjà, je vais peut-être juste en 2 phrases, expliquer ce que fait Phoenix. Je pense que beaucoup Ouais. d'entre vous, connaissent Phoenix pour nos paniers surprises que vous pouvez aller chercher, en magasin. Mais il faut savoir que Phoenix, on est, le leader européen de l'anti-gaspi et qu'on est plutôt un acteur, B2B. Donc on aide, principalement les distributeurs et les industriels à piloter, réduire et valoriser leur surplus pour maximiser leur performance économique, sociale et environnementale. Et donc justement, Dominique, quand on parle d'impact, nous chez Phoenix, c'est toujours un triptyque. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens, quand on leur parle d'impact, ils vont penser à l'impact environnemental, qui est un des piliers du tabouret qu'on a chez Phoenix. Donc évidemment, il y a l'impact pour la planète, mais nous chez Phoenix, on inclut aussi dans la notion d'impact la notion de social, c'est-à-dire ce qu'on fait pour la planète, pour les gens. Et en dernier point, l'impact économique, c'est-à-dire comment on arrive à tirer les bénéfices de cette démarche.
Et donc, ce que je vois évoluer au niveau des consommateurs, pour répondre à ta question sur l'aspect purement B2C, sur nos paniers, c'est qu'on voit que la notion d'impact, effectivement, elle monte en puissance depuis plusieurs années. Mmh. Je voudrais défaire un cliché que j'avais moi en arrivant chez Phoenix, qui était que je pensais que les gens qui achetaient des paniers anti-gaspi, c'était plutôt une clientèle urbaine, un peu bobo, écolo. Et nos clientes de paniers anti-gaspi, et je l'emploie à Ouais. dessein, c'est plutôt des femmes, plutôt en province, des mères de famille qui achètent nos paniers. Et du coup, elles l'achètent principalement pour des raisons d'impact économique. À 57%, elles déclarent que la raison numéro 1, c'est en fait de gagner du pouvoir d'achat. Mais ce qui a donc de l'impact social, puisque en fait, ça permet à des familles entières de mieux s'alimenter. Donc, c'est en Ouais. ça que ça a de l'impact. Mais en fait, si tu veux, si on parle d'évolution, de sensibilité à l'impact environnemental, on voit que cet argument-là, il est important pour à peu près 30% de notre cible, mais que c'est pas le déclencheur de l'achat aujourd'hui. Donc Hélène, ce que tu disais en fait effectivement, c'est que la composante prix finalement, ça reste malgré tout le premier acte. Est-ce que quand même en sous-jacent, il y a quelque chose un peu, j'en sais rien, d'un peu militant ou d'un peu engagé, je sais pas comment tu le définis. Ça, c'est des choses que tu perçois aussi derrière, si je reste sur la partie conso? Vraiment, ça se superpose, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vraiment, la raison pour laquelle les gens passent à l'achat, c'est l'argument économique. Mais ils sont hyper sensibles, évidemment, à l'idée de faire une bonne action et d'avoir un impact positif pour l'environnement, c'est-à-dire d'éviter que des produits qui sont encore consommables finissent à la poubelle. Et donc, ça, c'est le cas de 27% de nos users. Quand on leur demande quelle est la raison pour laquelle vous achetez Phoenix, il y en a à peu près 30%, un petit tiers qui met en avant cet aspect environnemental. D'accord, ouais. Et ce sujet-là, il a quand même aussi pas mal fait bouger les lignes d'un point de vue B2B. Alors là, je vais me tourner peut-être aussi, vers toutes les 3, mais Manon, par exemple, sur le sujet Ouais. de ce que vous traitez avec Samy, et sur notamment les sujets de décarbonation, parce que je crois que c'est le propos un peu global de ce que vous gérez. Ouais. Il y a pas mal de réglementations et de le marché, enfin ouais, c'est la réglementation qui a fait évoluer le marché quand même, avec des obligations, des normes et ce genre de choses. Est-ce que, ce que les entreprises font avec vous aujourd'hui, est-ce que ça a une portée stratégique qui est genre inscrit dans le marbre, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment des démarches à géométrie variable selon, j'en sais rien, si le comment dire, le contexte économique est positif ou pas? Enfin, comment les typologies de clients que tu vois dans ce type de marché, comment tu les qualifierais? Alors effectivement, il y a une géométrie variable. Alors déjà, toutes les entreprises s'intéressent à ce sujet aujourd'hui de près ou de loin, mais on a effectivement plein de typologies de clients très différents qui vont faire le choix d'avancer plus ou moins de manière contrainte, plus ou moins de manière volontariste, plus ou moins en sachant que derrière, il y a un impact positif autre que juste si on prend juste le bilan carbone, le fait de calculer justement et de faire un bilan carbone, il y a toute une démarche derrière. Et ce qui est vraiment positif, et s'il y a de l'impact pour qu'il y ait de l'impact dans l'entreprise, c'est justement tout ce qui va aller autour et tout ce qui va suivre. Mais je voulais juste rebondir avant sur la question que tu as posée en amont, Mmh. sur la dichotomie justement entre quand on pose la question, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises, de leur intérêt et finalement de la réalité, il y a un vrai sujet. Enfin, dans une de mes expériences passées, je travaillais dans le bio en ligne et on avait fait en fait un questionnaire exactement sur ce sujet pour Noël et on avait eu du coup 60% des Français sont intéressés pour offrir des cadeaux éco-responsables ou de la seconde main à Noël. Ouais. Super, mais c'est pas du tout la réalité. Donc du coup, il y a aussi ce sujet de se dire, on a besoin de raconter quelque chose un peu différemment. Il y a une volonté, il y a quelque chose, mais il y a un passage à l'action qui se fait pas. Est-ce que ce passage à l'action, il se fait pour des questions exactement ce que tu viens de dire, législatives, comme pour les entreprises, ou pour tout un chacun, il peut y avoir une contrainte de l'État à un moment donné sur un sujet, sur, j'en sais rien, le tri, le recyclable, des trucs comme ça, par exemple, au quotidien. Ou est-ce que, il y a une autre motivation externe à trouver? L'idée de raconter une histoire extrêmement positive et de se dire: «Non mais en fait tout ça, ça va complètement dans le bon sens» et donc dans les entreprises, il y a vraiment ça aussi, pour revenir à ce point-là. Dans les entreprises, il y a ce sujet de se dire, certaines arrivent avec l'idée de contrainte, mais Mmh. finalement, en rentrant dans le sujet, elles se rendent compte assez vite que les impacts, plus largement, exactement comme ce que tu disais, Hélène, sont aussi économiques, sont aussi en termes d'image de marque, sont aussi voilà, beaucoup plus larges,
et du coup vont y aller beaucoup plus fortement et tout ça va rentrer dans un cercle vertueux, Et ça, derrière. ils arrivent pas en étant convaincus de ça forcément au début? C'est-à-dire ça se fait en 2 temps un peu, C'est souvent en 2 temps. Après, il y a souvent un responsable RSE qui est déjà convaincu, mais Ouais, un des rôles, c'est aussi d'aider à convaincre autour. Mais si, souvent, ils arrivent pour d'autres raisons. Le directeur financier, il arrivait en sachant qu'il y a déjà un panel de clients qui lui dit: «Bah, franchement, moi, j'ai besoin que vous fassiez, voilà, ces sujets ESG parce que, pour si je signe avec vous, on a besoin de ça». Donc le directeur financier, il va se dire: «Bah, pour que j'ai plus de clients, j'en ai besoin». Donc il y a déjà ce rationnel-là. Mais finalement, c'est le cercle vertueux en démarrant et de voir l'impact que ça a clairement sur le chiffre d'affaires, sur l'image de marque, sur la dynamique globale de l'entreprise qui va, encore plus encourager la chose. et toi dans ton ouais, Hélène, pardon? Ouais, non, mais Vas-y. c'est si je peux compléter, je voulais Bien juste dire sûr. que je suis, totalement en phase avec, ce que vient de dire, Manon. Nous, on le voit, d'ailleurs, chez Phoenix au quotidien. La plupart des magasins qui s'engagent dans une démarche anti-gaspi, alors déjà, la plupart des magasins sont déjà engagés dans une démarche anti-gaspi. Il faut le savoir qu'en France, on est un des pays les plus avancés au monde sur ce sujet-là, notamment grâce à une loi Bah, qui s'appelle la disons-le! loi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu râleurs, nous les Français, mais là, on peut vraiment faire cocorico et se dire qu'on est très bon là-dessus. Et on est notamment assez avancé sur le sujet, notamment grâce à une loi qui s'appelle la loi Garot, Mmh. qui, en gros, pénalise les magasins qui jetteraient des produits qui sont encore consommables. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des magasins qui rentrent en discussion avec Phoenix, ils vont d'abord entrer pour cette raison-là, c'est pour des raisons, législatives. Ouais, Ils qui ont des sont obligés. bénéfices parce qu'ils sont On disons-le obligés. clairement quoi, sinon ils sont Mmh. pénalisés s'ils Alors, gèrent pas leurs ouais, invendus. Enfin, aujourd'hui, il faut être clair que pour l'instant, la pénalisation des magasins qui respectent pas la loi est d'accord. pas très incitative en tout cas, mais en tout cas, en théorie, ils le sont. Dans la théorie, ouais, ouais. Ils sont aussi encouragés puisqu'ils ont des bénéfices fiscaux, clairement. Mais on voit aussi qu'une fois que la démarche est engagée et que ça «roule» entre guillemets, ils adhèrent et ils vont au-delà et ils adhèrent pour des raisons, écologiques et sociales. Nous, ce qu'on adore, par exemple, c'est, faire, rencontrer, les associations qui bénéficient des dons aux directeurs de magasins et quand on arrive à créer cette passerelle et cette connexion, ça a un effet démultiplicateur parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose de donner, je sais pas, une palette de choux-fleurs, et de l'avoir partir en camion et de parler aux bénévoles qui ont donné ces Ouais. choux-fleurs et qui vont expliquer qu'en fait, il y a X dizaines, X centaines de familles qui ont pu en bénéficier. Et donc, en fait, cette adhésion, environnementale et sociale, elle se construit, en fait, dans le temps. Ouais, d'accord, OK. Sur le même sujet, Pauline, parce que ce qui m'intéressait aussi dans ta position à toi, c'est que, alors tu es dans un segment qui a beaucoup évolué aussi, je pense, depuis, 10, 15, 20 ans, essentiellement seulement de l'énergie, mais pas que, mais tu fais quand même aussi beaucoup d'énergie et je crois que tu as aussi des clients dans l'industrie, il me semble, en tout cas dans ces sujets-là. On va en parler. Hem, Comment tu vois l'évolution de ce sujet-là dans ces secteurs-là, premièrement? Et deuxièmement, effectivement, je crois que si je prends l'énergie, on est un peu dans le même style, c'est-à-dire que c'est la réglementation qui a créé aussi un espace ou un business ou un marché. Comment tu vois ce déplacement-là pour tes entreprises, tes clients entreprises, B2B, sur les sujets d'impact? En effet, donc moi, la spécificité, ça fait 15 ans que je travaille dans la transition énergétique, 11 ans comme responsable marketing salarié et je me suis lancée en freelance il y a 4 ans et j'ai évolué assez rapidement sur des sujets de relations presse. Donc j'ai un petit peu Mmh. une vision, double marketing RP et mes clients aujourd'hui, ce sont différents acteurs de la transition énergétique. Donc on va avoir des industriels qui vont fournir des bornes de recharge pour, véhicules électriques. On va avoir, des entreprises qui vont mettre des panneaux solaires sur les toits d'entrepôts et sur des bâtiments, Mmh. immobiliers et logistiques. On va avoir des entreprises qui vont produire de l'énergie locale et renouvelable et aussi des entreprises qui vont aider les agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus via ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Donc, voilà, c'est différents secteurs qui sont tous finalement interconnectés avec Ouais. quand même l'énergie solaire vachement centrale dans mon activité. Et Et du coup, l'évolution de ces sujets-là, ça c'est produit alors j'imagine qu'il y a des opportunités business, on va quand même pas se mentir. Mais est-ce qu'il y a c'est quoi un peu les dynamiques et les mouvements que tu vois pour, qui ont permis de créer en fait ces marchés, ces besoins, et ces offres-là? alors, on est sur des marchés où il va y avoir une accélération. Donc depuis, on va dire la
guerre en Ukraine, d'une certaine façon quand même, où on a eu les sujets de dépendance au gaz russe, des problèmes de coût de l'énergie extrêmement élevés, et des problèmes également de souveraineté énergétique. La France n'était pas assez indépendante au niveau de la production et consommation de l'énergie, à coût maîtrisé, renouvelable et local. Donc on a eu ces sujets-là qui sont accélérés ces 3 dernières années, je dirais, puisque les particuliers, le B2C, les individus ont besoin d'énergie de plus en plus locale, maîtrisée, renouvelable. Ils sont sensibles à ça. Les industriels, pour pouvoir continuer de tourner sans avoir des factures énergétiques qui explosent, ils ont besoin aussi des mêmes sujets. Et les villes, les municipalités s'intéressent à ces sujets, donc vont mettre des panneaux solaires dans le paysage, etc. Donc c'est des sujets qui existent depuis plusieurs décennies, mais il y a eu une accélération claire ces dernières années. Et notamment, comme on l'a déjà dit comme l'ont dit Hélène et Manon, il y a un contexte de réglementation qui fait que ces sujets-là sont incités de toute façon. Et tu vois aussi la variable prix, du coup, dans tout ça, j'imagine? Le coût, ou est-ce que c'est quelque chose de sous-jacent? Ouais, ben ça, je crois que c'est un petit peu c'est un peu le sujet qui est rarement mentionné, mais en fait, c'est pas que pour la gloire et la postérité que les entreprises, les municipalités, les particuliers veulent acheter plus local, renouvelable, plus vert. C'est aussi parce que c'est souvent moins cher. Ça peut être moins cher et du coup, il y a l'impact portefeuille qui fait partie, notamment pour les entreprises en fait, hein. Dès lors que ça coûte moins cher, elles vont le faire. C'est marrant parce que sur ce sujet-là, alors, en fait, je suis pas surpris parce que moi, c'est l'intuition que j'ai, c'est que si les gens bougent, c'est quand même avant tout aussi parce qu'il y a un intérêt financier, que ce soit du conso ou de l'entreprise. On est tous pareils, je crois, à peu près. Mais c'est vrai qu'on retient souvent l'argument inverse qui est de dire que quand il y a de l'impact ou quelque chose qui s'approche à de la responsabilité, ça coûterait plus cher. Donc ce que vous êtes toutes en train de dire toutes les 3, c'est que selon le business model, c'est pas forcément le cas et qu'on peut trouver des moyens de rendre le truc vertueux tout en essayant de proposer, par exemple, ce que vous faites Hélène ou ce que tu viens d'expliquer Pauline, tout en proposant des systèmes qui sont pas forcément plus chers. C'est-à-dire qu'on pourrait combiner à la fois le fait d'avoir une démarche responsable ou à impact, peu importe le sujet, avec un prix qui est maîtrisé. Ou en tout cas qui est pas complètement délirant, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir, par exemple, dans l'imagerie du bio, qui a beaucoup mis aussi cette image dans la tête, je pense, des gens, quoi. On est sur des sujets, je pense qu'on peut utiliser le terme durabilité. Moi, par exemple, parmi mes clients, certains vont avoir donc les agriculteurs, comme je l'ai mentionné, comme clients. Ce sont on a une conduite du changement qui est très forte dans le milieu agricole, avec donc voilà, des anciennes générations qui vont accepter d'avoir des panneaux solaires qui vont être mis sur leurs grandes fermes, sur leurs grandes exploitations. Et en fait, ça va développer un patrimoine énergétique. Tu vois, c'est un terme nouveau qui n'existait pas il y a encore quelques années, de façon à ce que les repreneurs, donc souvent les enfants qui vont reprendre les fermes, vont avoir non seulement l'exploitation, tu vois, par exemple bovine ou faire des céréales, etc., mais vont aussi avoir l'énergie produite sur la ferme familiale et qui va générer des revenus non négligeables. Donc ça, c'est voilà, durabilité, diversification des revenus aussi. Ouais, c'est intéressant ça. Et juste pour rebondir sur ton cœur de métier qui reste du coup la relation presse de manière globale et stratégie RP, sur ces angles-là de travail au niveau des médias, est-ce que tu dirais que globalement, alors peut-être pas forcément que les médias SP, mais je prendrais aussi un peu généraliste de manière globale, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plus ou moins réceptifs à ces angles d'attaque, VS, j'en sais rien, des scandales du greenwashing, des démarches corporate un peu creuses, enfin, est-ce qu'il y a une évolution dans la perception de ces sujets? Est-ce que ça reste des sujets qui intéresse ou pas, ces cibles-là? Clairement, il y a un engouement de la presse, des médias, des journalistes pour plus largement le terme entreprise à impact écologique ou voilà, environnemental, social. Et ça s'est accéléré à la suite du contexte Covid, en fait, où on a bouffé pendant 6 mois, 1 an, que des mauvaises nouvelles, tu vois, un impact sur notre économie au niveau macro. Et en fait, il y a 2 choses. Donc, non seulement des médias qui sont dédiés à l'impact positif. Donc, je pense à Novetic, Kaizen, Sans Transition, l'Info Durable, Vert, le média le média vert, Uzbek Erika qui est assez connu aussi, Positiver, etc. Il y a des médias qui existe depuis plus de 10 ans, comme Madines, qui raconte et suit l'actualité des startups françaises. Il y a eu clairement une couleur impact positif ces dernières années. Ils axent aujourd'hui leur charte éditoriale autour des startups type health tech, clean tech, tourisme responsable, etc. Je trouve, en plus des sujets IA, on en parlera certainement. Et après, les grands médias nationaux publics, comme les médias, au niveau national,
Radio France, France, tout ce qui est le groupe France Télévisions, TF1, La Croix, Sud-Ouest, Ouest France ont annoncé en fait leur engagement dans la transition. Et par exemple, même au niveau PQR, tu vois, Sud-Ouest a annoncé en janvier 2023 s'engager pour l'environnement et l'avenir de la région Nouvelle-Aquitaine face au changement climatique. Donc après, les journalistes vont être informés, formés sur ces sujets et particulièrement relais en fait de sujets d'actualité sur des thématiques de transition. Et c'est marrant D'ailleurs, parce que des médias qui, Ouais, vas-y. qui sont très engagés sur les sujets Ouais. de bilan carbone et qui sont très intéressés par ce sujet. On a Ouest France, par exemple, dans nos clients. Et en fait, ils ont cette démarche, en plus du contenu, d'avoir une démarche globale, justement, sur ce sujet de l'impact écologique. Et en fait, c'est probablement aussi lié à ce que racontait Hélène sur le fait que la France soit bien placée sur la gestion de ses invendus en magasin, enfin avec des démarches qui sont assez en avance d'un point de vue mondial. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille il y a quelques temps, j'écoutais un podcast où ça parle beaucoup de tech et les mauvaises langues disaient qu'on est bon en France aussi là-dessus parce qu'on n'a que ça à proposer, ou je sais pas si le que ça est le bon terme, mais en tout cas, c'est aussi qu'on a plus de difficultés à prouver une autre forme de valeur, d'où aussi pas mal d'investissements dans les startups à impact, et c'est beaucoup de choses qui ont été développées ces dernières années en France. C'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce que c'est un truc qu'on fait par défaut parce qu'en fait on a du mal à trouver ailleurs une valeur ajoutée de l'écosystème français? Je prends volontairement un axe un peu provoquant, Hélène, par exemple, si tu as un avis là-dessus. Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire, une vraie expertise française liée à quelque chose de notre histoire ou de notre positionnement? Comment tu vois le truc, Hélène, sur ce sujet-là, toi? Waouh, la grosse patate, la grosse question là. Ah bah oui, attends. Qu'est-ce que je peux te dire, Dominique? Bon, Ah bah, ce que tu penses. j'avais plusieurs idées qui me venaient au fil de l'eau. Alors déjà, oui, j'ai un point de vue là-dessus parce que je me suis pas présentée du coup, mais moi j'ai 15 ans d'expérience en marketing B2B et j'ai travaillé dans des boîtes que j'appellerais traditionnelles. De logiciels, et je suis arrivée donc chez Phoenix en tant que CMO, donc qui est une entreprise à mission, ESU, B Corp, à impact, il y a 1 an et demi, la totale. Donc j'ai eu la chance, je pense que c'est une richesse d'avoir un pied d'un côté et du coup un pied de l'autre côté. Donc tu te doutes très bien que je peux pas te dire que je pense qu'on n'a rien à proposer sur le premier pied. Je pense qu'on a il y a beaucoup de talents en France et il y a beaucoup de belles boîtes qui font des choses extraordinaires dans le monde de la tech. Là, par exemple, il y a 10 jours, il y a la boîte de SAS Brevo qui a levé 580 millions d'euros. Bon, c'est quand même cocorico là encore. On peut se dire qu'il y a des beaux succès dans la French Tech. En revanche, moi, je suis hyper fière d'avoir rejoint Phoenix, qui pour moi est l'une des pépites des boîtes à impact en Europe. On est un des plus gros à avoir démontré qu'on était scalable, international et rentable. Donc évidemment, à fond les ballons pour les entreprises à impact, mais je pense qu'on peut jumeler les deux et que l'un n'exclut pas l'autre. Et comment tu te dirais, pourquoi, enfin peut-être même question pour Pauline, Manon, pourquoi en France spécifiquement on a développé ce savoir-faire-là? Tu vois, tu dis qu'il y a un écosystème impact qui est... Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas forcément? Il y a des investissements, on a beaucoup de fonds d'investissement quand même qui sont dédiés au sujet. Impact, Green Tech. Oui, mais pourquoi? La question, oui, ils auraient très bien pu se développer ailleurs. En fait, on aurait pu se dire qu'en, je sais rien, en Allemagne, en Angleterre, dans d'autres pays, en fait. Je pense qu'il y a un écosystème qui est lié aussi. Il y a pas mal de grandes écoles, par exemple, qui ont lancé un peu le sujet. Moi, j'ai fait une majeure complètement là-dessus, par exemple, dans mon école de commerce. Et il y a vraiment une dynamique qui vient peut-être déjà de ce terrain-là. Il y a un intérêt, et donc du coup, à partir du moment où il y a un intérêt des les grandes écoles, finalement derrière, même si évidemment tous les start-upers, heureusement, ne viennent pas des grandes écoles, mais voilà, il y a un terrain qui peut venir de là. Il y a effectivement tout ce volet investissement. Mais je pense qu'il y a aussi un biais, parce que typiquement, dans le solaire que tu mentionnais, Pauline, où j'étais juste avant, la France est hyper en retard. Donc, et les grands fonds à impact qui investissent sur ces sujets-là solaires, ils regardent aujourd'hui la France en se disant est-ce qu'il y a une pépite qui va sortir du lot? Parce que justement, jusque maintenant, les grosses pépites, elles sont allemandes, elles sont dans les pays du Nord, mais elles sont absolument pas en France. Donc, en fait, c'est probablement aussi un biais. Donc, il y a un terrain qui est fort sur des sujets à impact. Alors, moi, j'ai le biais dans impact, je l'associe beaucoup à écologique, mais pas que. On a aussi possiblement sur l'impact social, on a un terrain historique avec le mutualisme, avec les coopératives. On a ce terrain-là en France historiquement. Donc, effectivement, on a cette notion de faire société au sein d'une entreprise avec ces modèles alternatifs. Les modèles mutualistes est quand même très spécifique, notamment à la France. Mais sur les sujets d'impact,
je pense que c'est certes un truc global, mais il y a probablement un biais. On n'est pas non plus largement meilleur que tous nos voisins européens sur tous les sujets, quoi. De manière plus concrète sur le sujet, comment, quand on est une boîte à impact, et je pense que c'est valable pour vous 3, selon là où vous vous situez, mais en fait, comment on prouve que ça génère du business? Je veux dire, quelqu'un qui monte une boîte à impact aujourd'hui, il va être porté probablement par une vision, ou en tout cas une idée de vouloir changer quelque chose, ou d'apporter quelque chose de bénéfique derrière. La question d'après, c'est quand même de parvenir à quand même générer du business pour que ça tourne, comme disait Hélène, et que du coup, on arrive à mesurer ce truc-là. Donc, comment on arrive à concrètement prouver à un codir ou à un board qu'en fait, un positionnement d'une boîte à impact, ça génère quelque chose, ça a une valeur, ou que sociale ou sociétale, hein, je parle vraiment d'une valeur business là, voilà. Donc la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on mesure concrètement? Comment vous arrivez, peut-être Hélène, je sais pas si c'est, j'imagine que c'est des choses que tu te poses, des questions que vous vous posez régulièrement, ou que vos clients peut-être vous posent aussi, je sais pas, d'un côté ou de l'autre. Comment tu mesures cet impact-là d'un point de vue business? Comment tu fais ce lien? Ouais, alors chez nous, c'est assez simple en fait, parce qu'en fait, nous, l'impact, c'est au cœur de notre business model. En gros, très très basiquement, plus on va vendre de paniers anti-gaspi, plus il va y avoir de dons qui vont être faits par les magasins à des associations, nous, plus on fait de chiffre d'affaires. Donc c'est hyper simple. Donc les KPI qu'on suit au niveau de l'entreprise et qui sont vraiment au cœur de notre modèle, c'est le nombre de repas sauvés grâce à notre action. Donc là, aujourd'hui, je suis hyper fière de vous partager qu'on a sauvé 500 millions de repas depuis la création de Phoenix, ce qui C'est beau. représente à peu près 200 000 repas par jour. Donc c'est quand même c'est de quoi alimenter une ville de taille moyenne en France tous les Et attends, jours. pour préciser, quand tu dis sauver, ça Mmh. veut dire ça aurait été des aliments jetés sinon? C'est ça, ça Ou aurait été détruits, amené enfin? à la poubelle, sans doute détruit, brûlé, voilà. Ouais. Donc ça, c'est notre KPI, numéro 1 et donc un sous-KPI de celui-là, c'est ce qu'on appelle le taux de valorisation. C'est-à-dire que les magasins, ils font ce qu'ils appellent de la casse, c'est-à-dire ils jettent à la poubelle et nous, en fait, on mesure le pourcentage de ce qui aurait dû partir à la poubelle et qui finalement est revalorisé. Donc soit, donné, soit vendu dans des paniers, soit, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi, on donne aussi, ce qu'on appelle de l'alimentation animale, donc à des zoos, à des élevages, des produits qui ne peuvent pas être consommés par des humains, mais qui peuvent être consommés par des animaux. Donc ça, c'est toute la partie alimentaire et en termes de KPI, sur la partie non alimentaire, parce qu'il y a aussi des produits qu'on ne mange pas, mais qui peuvent être consommés. Là, on a un KPI plutôt en termes de millions d'euros de produits sauvés. Donc par exemple, en 2023, c'est 230 millions. Et une fois qu'on a tout ça, ce nombre de paniers, ce nombre de produits, on est capable, nous, de calculer notre empreinte environnementale, notamment avec le CO2 non émis et l'eau non consommée grâce à notre action. Donc c'est extrêmement concret, donc il n'y a pas besoin de le pitcher d'une manière complexe à notre service finance, parce qu'en fait tout est magiquement interconnecté. Et sur tes clients entreprises, eux, tu sais comment ils mesurent et ils valorisent ça? Enfin, est-ce que c'est quelque chose, je sais pas si vous êtes impliqué là-dedans ou pas? C'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, j'en sais rien, responsable, je sais pas si c'est RSE, impact ou peut-être un dirigeant, enfin peu importe, il va forcément avoir à faire un reporting sur ce qui se passe. Comment c'est valorisé cette action-là derrière? Parce que si demain je dirige une boîte et que je dis: «J'ai sauvé, 200 000 tonnes de machin», fine, mais du coup, comment on le valorise? Tu me suis? C'est pas juste une position d'un point de vue sociétal de dire: «Je le fais parce que je le fais». Est-ce que derrière, votre client, il y a quelque chose qui est valorisé d'un point de vue business? Et est-ce que ça se traduit par quelque chose de concret, en fait? Ouais, alors, Ouais. notre positionnement là-dessus, il est très clair. La première chose que nos clients professionnels, donc là je parle vraiment des magasins et des industriels, va regarder, c'est, des KPI économiques et en gros, c'est globalement, les gains, économiques, donc les réductions fiscales, donc je reviens sur mon histoire de taux de casse, mais ce qu'ils vont suivre en fait, c'est, l'évolution de la revalorisation de leur casse. Donc en fait, ils vont se dire, avant j'arrivais à, valoriser, 60 de ce que je mettais à la poubelle. Grâce à Phoenix, je peux monter jusqu'à 82-85 Ouais, d'accord, et donc grâce aux actions de Phoenix. j'imagine qu'ils en font un axe de performance financière, enfin presque financière, en fait, C'est finalement, au cœur, de, la performance financière, d'un magasin et nous, en termes de stratégie marketing, c'est évidemment l'un des arguments qu'on va développer le plus. Ceci étant dit, ça n'est pas le seul KPI, qu'ils vont regarder. Ils vont d'abord regarder ça
Mais ensuite, ils vont regarder des KPI qui sont des KPI moins économiques, donc tout ce qui est lié à l'environnemental et là, justement, le nombre de kilos, qui va pas à la poubelle, par exemple et tout ça, évidemment, ils vont le réutiliser au sein de leur communication et de leur reporting RSE. Donc ça les a c'est, je dirais, c'est, le double effet qui se coule, c'est-à-dire que non seulement ça leur fait, gagner de l'argent, mais, c'est aussi, ça a un impact positif pour la planète et pour la société, mais c'est aussi bon pour leur image de marque. Ouais, d'accord. Et Manon, sur le même sujet, vous, vos clients, alors, je sais pas quelle est la part d'incitation, enfin, la part d'obligation, la part oui, d'obligation à agir et à faire une étude de décarbonation et d'appliquer des recommandations, etc., etc. Mais c'est quoi le driver en fait finalement de la décision d'action de vos clients? Est-ce qu'il y a une peur de plus être conforme ou enfin voilà, comment ça se traduit en fait ce que vient d'expliquer Hélène chez vous? Ouais, il peut y avoir effectivement ces sujets-là, mais il y a évidemment des sujets, autour, donc ESG, effectivement, il y a tous ces sujets de pilotage où, il va y avoir la nécessité de un peu d'être conforme. Il peut y avoir aussi des fournisseurs de grands groupes qui, eux, ont des obligations et qui, du coup, essayent de motiver l'ensemble de leur chaîne de valeur, et qui sont dans le scope général et du coup qui ont une nécessité d'évoluer et d'avancer sur ces sujets de décarbonation, de pilotage ESG. Il y a aussi pas mal d'aides de l'État, hein. Il y a notamment, des actions comme Décarbonation qui est un mix donc de BPI et de l'ADEME qui viennent soutenir, l'ensemble de ces sujets et qui proposent du coup, pour, des petites entreprises, une aide de 4 000 à 6 000 € pour réaliser un plan carbone et donner des éléments de conseil. Mais globalement, il y a quand même l'idée de se dire exactement comme disait Hélène, au final, hem tout va ensemble. Finalement, impact et impact financier, impact écologique, impact financier, ça va ensemble. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont montré que des entreprises, notamment dans les entreprises cotées, qui étaient très en avance là-dessus, performaient plus. Les fonds à impact performent mieux que la moyenne des fonds. En fait, on voit que globalement, cette dynamique, elle fonctionne et ça prouve que ça va dans le bon sens. Alors, ça prouve aussi d'autres choses. Ça prouve qu'il y a un état d'esprit peut-être plus dans euh, une prise en compte plus large aussi de l'écosystème, ça, une prise en compte aussi plus large en termes d'innovation, donc ça montre aussi une dynamique différente dans les entreprises. Toujours est-il que les entreprises qui avancent vers ça sont des entreprises qui performent le mieux. Mais c'est Donc il y intéressant a ce aussi cet sujet-là. sujet-là. C'était lié à une question que je voulais poser aussi à Pauline, mais je vais revenir du coup après dessus sur Pauline. Mais maintenant, je voulais te poser cette question. Quand tu dis ça performe mieux, c'est quoi qui performe mieux en fait? C'est la prise de position impact qui est source de plus de business. Enfin, je vais le traduire de manière très simple et très directe, mais Ouais. est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en fait c'est un meilleur véhicule business que le reste, que Alors je le pense que c'est marketing un plus ensemble. traditionnel? Honnêtement, je suis pas sûre d'avoir une réponse. J'ai regardé en préparant justement le podcast si on avait des études extrêmement précises. Ce qu'on a, c'est une corrélation. D'accord. Après, l'explication de cette corrélation, je pense qu'elle est multifactorielle. Souvent, déjà, les entreprises qui vont mieux vont avoir plus de budget pour avancer vers ça. Donc, tu as possiblement aussi un biais comme ça. Ouais. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que quand on discute avec des directeurs financiers, les directeurs financiers disent, bah, c'est sûr que ça rassure les clients, ça me rapporte plus de clients, ça fidélise mes collaborateurs et ça améliore mon image de marque. Donc, globalement, j'ai des collaborateurs plus impliqués, mais on connaît tous ces sujets-là. Et par ailleurs, j'ai aussi, typiquement sur des sujets, bancaires, j'ai, des lignes, des prêts bancaires à impact qui, sont, moins chers, donc qui me coûtent moins. Donc j'ai aussi, là-dessus un sujet, direct et clair et plus globalement, je peux avoir dans une démarche carbone la démarche de diminution aussi des émissions, évidemment, c'est le but et derrière, bah, de possiblement, améliorer mes dépenses sur certains leviers. Donc ça, c'est aussi des sujets vraiment intéressants. Donc c'est un ensemble, je dirais que c'est un ensemble. Euh, mais j'ai pas une réponse exacte parce que comme je te disais, quand je regardais les rapports, il y avait pas obligatoirement, il y a une corrélation, mais on n'a pas obligatoirement l'explication. Et du coup, Pauline, bah, même question en fait sur ton scope à toi. Est-ce que cette image ou cette réputation impact, est-ce que c'est sujet à plus de performance dans le scope, toi qui t'occupes, et de meilleure valorisation de l'image, si je peux l'exprimer comme ça? Est-ce que tu vois un peu, parce que tu as bossé pour des clients qui étaient d'autres secteurs aussi auparavant, enfin tu as été dans d'autres secteurs auparavant. Est-ce que tu vois aujourd'hui le fait que ce sujet-là soit une source de perf d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'un point de vue business direct ou en termes d'image ou de réputation ou peu importe? Est-ce que c'est quelque chose qui se traduit dans ton métier?
Oui, alors avant de te répondre, je vais compléter un tout petit peu ce que disait Manon. Il nous manque un aspect qui peut être assez intéressant au niveau. Mmh. Donc, on a parlé des aspects environnementaux, il y a les aspects également financiers, retour sur investissement, pouvoir d'achat. Il y a aussi tout ce qui Ouais. touche la justice climatique. Ça, c'est un terme que j'ai découvert en bossant avec certains de mes clients. Donc, toutes les questions d'égalité ou d'inégalité, en l'occurrence, face au dérèglement climatique. Et les solutions à impact aujourd'hui qui sont mises sur le marché, potentiellement vont venir cocher 1, 2 ou 3 de ces cases. Voilà, donc ça, c'est juste le petit complément, le terme justice climatique que C'est j'ai quoi, avec appris un sens de la nécessité d'agir? C'est un peu, avec un sens il existe aujourd'hui des solutions qui permettent par exemple, moi, ça va être dans le secteur énergétique, par exemple, typiquement l'autoconsommation collective. Donc, les villes vont mettre des panneaux solaires qui vont produire de l'énergie en local, donc sur les toits des bâtiments, des écoles, etc., pour les habitants, pour les citoyens, en fait, à l'échelle locale, de manière à ce que eux aient une énergie voilà, abordable, disponible tout le temps et également qualitative, fiable, voilà. Donc voilà, ça c'est un tout petit complément. Et après, pour répondre à ta question, les KPI que je vais avoir auprès de mes clients dans le secteur de la transition énergétique, pour mon métier d'attaché de presse, ça va être sensiblement les mêmes que dans d'autres entreprises, hein. On va être sur le nombre de retombées, donc retombées qualitatives, quantitatives. On va être sur l'impact d'une campagne de presse sur le trafic du site web. Est-ce qu'il y a un pic de trafic? Est-ce qu'il y a des téléchargements, par exemple, de fiches produits sur le site? Est-ce qu'on va avoir des demandes entrantes sur le formulaire de contact? Et puis aujourd'hui, bien sûr, les campagnes bien faites sont relayées sur LinkedIn, sur le compte LinkedIn du dirigeant ou de la dirigeante de l'entreprise et sur la page entreprise. Et mes clients marketeurs qui font bien le travail, qui sont sur une dynamique de content repurposing en anglais, donc de recyclage de contenu, je vais y arriver, vont mettre en avant les retombées presse, les communiqués de presse, les tribunes d'opinion sur les différents canaux de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a, voilà, moi je vais nourrir le muscle marketing de mes clients, direction marketing. Donc pour les KPI, très sincèrement, on va pas être sur des choses très exotiques. Après, ça va être les typologies de demandes entrantes au niveau des journalistes et des typologies de médias qui vont couvrir nos actualités. Par exemple, dans le secteur de la mobilité, tu vois, tu vas avoir des magazines, des journaux, des sites web qui vont être dédiés aux flottes de camions, hein, aux flottes de transport. Mmh. Tu vas en avoir d'autres qui vont être sur les véhicules électriques ou sur, d'ailleurs, pas que véhicules électriques, sur les voitures. Et au sein de la section de voitures, tu vois, tu vas avoir des rubriques dédiées aux véhicules électriques, aux bornes de recharge, etc. Donc, les sujets de transition sont abordés sur des médias, même sur la presse professionnelle assez spécialisée. Tu vas avoir des journalistes dédiés, des rubriques dédiées, et si ce n'est, comme on l'a dit juste avant, des médias entièrement dédiés à ces sujets-là. Sur le rôle aujourd'hui de l'impact parce que bon, contexte en France, il est ce qu'il est. Alors d'un point de vue politique, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Puis d'un point de vue économique aussi, il y a quand même ces dernières années, Pauline t'en parlait, eu pas mal d'impact justement. Moi j'avais l'intuition, mais c'est complètement faux peut-être, que c'était quand même aussi l'impact un sujet un peu de luxe. C'est-à-dire, quand tu pas des vrais problèmes dans la vie, tu te préoccupes de certains sujets qui sont peut-être moins directement liés à des problèmes de business ou ce genre de choses. Donc, je m'étais dit: «Est-ce que l'impact en fait finalement, c'est pas aussi un luxe de société qui va bien?» Alors, on va dire non par rapport à ce que je viens de dire. Mais du coup, Hélène, je voudrais bien ton avis là-dessus. Hem, Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui, donc on ne peut pas se passer justement parce qu'en fait, il faut changer les choses parce que le contexte est compliqué? Ou est-ce qu'au contraire, c'est en fait un sujet de préoccupation d'entreprise? Je prends le volet des entreprises, on peut aussi parler des consos d'ailleurs, parce que, bon, on n'a pas tant de problèmes que ça et qu'on peut se permettre de considérer ces sujets-là. C'est quoi ta vision? Alors je la connais ta réponse, mais on va voir ce que tu vas me dire. Je vais peut-être aller te challenger quand Ouais, même ouais, dessus, ouais. quoi. Ah là, tu t'amuses à me provoquer, hein, je sais bien. Bon, tu connais ma réponse, tu sais ce que je vais te dire déjà, mais évidemment, nous, chez Phoenix, on est convaincus que l'impact, c'est la solution, en fait, au contexte actuel, à la crise environnementale et sociale que l'on traverse. Mmh. Ce que l'on pense aussi, c'est qu'il y a un coût à ne rien faire aujourd'hui et que nous, Ouais. notre ambition, c'est justement de pouvoir
combiner l'impact environnemental et social avec un impact économique. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de, l'intérêt environnemental et social, un vrai bénéfice économique à se lancer, dans de l'impact. Donc, du coup, ça n'est pas un luxe puisqu'en fait, c'est un gain économique. Donc, l'idée, c'est vraiment montrer que, en fait, cette démarche de, pas avoir des poubelles remplies, c'est pas simplement, je dirais presque, que c'est pas bien pour la planète et que c'est pas bien pour les gens qui ont pas à manger, mais c'est aussi d'arriver à montrer à nos clients que ça a un coût. En fait, pour eux, ils sont obligés de payer des sociétés, qui vont venir récupérer les déchets et s'en occuper. Donc autant trouver des solutions pour que leurs poubelles soient moins remplies. Et ça, vous allez jusque-là, vous, dans votre stratégie marketing, dans ce que vous faites? Enfin, est-ce que c'est un niveau de détail dans lequel vous allez chez vos clients? Ah mais c'est l'argument central. C'est de D'accord. leur expliquer qu'en fait, d'avoir soit des poubelles qui débordent pour, des magasins, soit pour des industriels, type, Danone, Coca, Mars, ou d'autres. Leur expliquer que d'avoir des entrepôts entiers avec des produits qui vont pas être vendus parce que, par exemple, ce sont des fins de série ou, je sais pas, c'est des pilotes sur certains types de nouveaux produits. Leur expliquer que ça a un coût pour eux et qu'en fait, non seulement on peut les soulager de ce coût, mais en plus, ce faisant, ils font une bonne action pour la planète et pour la société. D'accord, OK, ouais. Moi, Manon, ouais, j'approuve tu as quoi comme complètement, vision pardon, je là-dessus? voulais juste rebondir, Bah, j'approuve, mais à justement, j'allais te 1000 ce demander. que vient de dire Hélène. Ouais. Ouais. Complètement en phase et je pense que et dans les différentes boîtes à impact dans lesquelles j'étais, c'était effectivement le sujet à chaque fois. L'impact est une solution et elle est même la solution aujourd'hui et on n'a plus vraiment non plus le choix, en fait, pour avancer. Il faut qu'on aille vers des modèles, justement alternatifs. Il faut que l'impact ait justement exactement ce que tu disais Hélène, aussi un volet, social qui et d'accessibilité. Donc d'accessibilité prix, Et d'accessibilité dans la manière de faire et cetera. Pardon. non, non, je suis d'accord avec vous et je pense que Pauline partage le même avis, à mon avis, sur ce sujet-là. Moi, ma position, qui est pas forcément la mienne, mais celle que j'entends aussi beaucoup, c'est on est dans un pays qui va pas très bien économiquement quand même, Ouais. on peut pas se mentir. Donc si c'était si porteur que ça, avec le fait qu'on soit plutôt pas trop mauvais dans ce sujet-là, pourquoi on n'arrive pas à peut-être en souligner la valeur que ça crée de manière si poussée que ça? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui que peut-être parce que c'est que le début et que ça en fait, finalement, on n'a pas tant de recul que ça, c'est peut-être aussi juste ça la réponse. Mais je veux dire, je pense que si on va dans le grand public aujourd'hui, est-ce que les gens perçoivent, en fait, la nécessité que ces sujets-là enfin la possibilité que ces sujets-là soient, en fait, des vrais créateurs de valeur, pas juste des contraintes? Je Pauline, pense toi, parce que tu as des exemples, pardon, vas-y. pardon, excuse-moi, je te coupe Non, juste, mais vas-y Manon, tu as vas-y, des je t'en prie. exemples très concrets de notre quotidien. Typiquement, Ouais. Back Market ou Murphy, aujourd'hui, ça fait partie et honnêtement, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tout le monde connaît l'achat de seconde main, c'est arrivé dans tous les magasins, tu as des comptoirs à la Fnac. Donc finalement, tu as quand même des modèles alternatifs d'impact qui sont devenus aujourd'hui, partie intégrante de notre manière de consommer et qui proposent injustement une accessibilité prix qui est l'argument principal pour lequel on va vers ça, mais qui finalement derrière est un sujet d'impact écologique. Donc il y a cette possibilité-là. Je parlais des mutuelles tout à l'heure. Le mutualisme, c'est un impact aussi social majeur. Ils ont pas donc les actionnaires, c'est des clients et ils peuvent redonner du coup ce pouvoir d'achat d'une manière ou d'une autre par les primes, etc. Enfin mettre des primes d'assurance, etc. à leurs clients. Mmh. C'est un modèle d'impact, enfin, les mutuelles vont quand même globalement plutôt bien, qui fonctionne. Donc en fait, il y a des modèles qui fonctionnent très bien et qui ont au contraire, je pense, un- grâce à l'impact, un pouvoir de résonance qui est beaucoup plus fort. Pauline, dans ton approche à toi, est-ce que ces dernières années, tu as vu des budgets évoluer, progresser de manière significative sur ces sujets-là? Moi, j'ai bossé dans la RSE il y a 12, 13, 14 ans, quand j'étais en agence, il y a longtemps. Je dis pas qu'il y avait pas de budget, mais ça restait quand même, la 68e roue du carrosse où on mettait surtout une souvent, ex-directrice marketing au placard avec son budget, son truc RSE et puis en voiture parce qu'on était alors il y avait moins d'obligations aussi financières et légales qu'aujourd'hui, donc du coup, c'était peut-être, voilà. Mais est-ce que tu as vu des évolutions sur les budgets qui te concernent toi ou de manière globale avec les directions marketing avec lesquelles tu bosses? Est-ce que tu as vu une progression sur ces sujets-là en lien avec ce que viennent de raconter Hélène et Manon, là-dessus? Ouais, il y a plein de choses à dire, il y aurait plein d'angles intéressants à aborder. Ce qui me vient en tête spontanément, c'est au niveau du grand public peut-être, la recherche de ce qu'on appelle les nouveaux récits, chercher à développer des nouveaux récits. Donc
sensibiliser le grand public, sensibiliser les particuliers et après aussi les professionnels avec des fresques du climat, des fresques des nouveaux récits. Donc tout ce qui va changer un petit peu la façon dont les angles, les prismes dont on va considérer, Ouais. voilà, s'ouvrir à des solutions, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors c'est rigolo, je coach notamment une consultante en RSE qui s'est lancée à son compte il y a 1 an et qui me dit que, en fait, elle a l'impression que elle est arrivée un peu après la hype. Justement des sujets RSE parce qu'elle galère à trouver des missions. Donc je travaille avec elle son personal branding, etc. Et elle me disait qu'en fait chez certains industriels vers lesquels elle postule, les postes RSE ferment. Donc il y a quand même voilà, en contexte macroéconomique, dans un contexte macroéconomique tendu, potentiellement, s'il y a des têtes qui doivent tomber, ça va pas être l'innovation ou la R&D, ça va être Oui, je suis pas surpris. Voilà. Donc après ça, chez mes clients, dans leur cœur d'activité, j'ai expliqué en fait, il n'y a pas vraiment un sujet RSE. Leur solution leur business model, leur solution est par définition à impact positif. Donc voilà, eux, ils vont chercher des labels, des certifications, etc. Et est-ce que les budgets augmentent ou diminuent par rapport aux entreprises qui m'approchent? Il va y avoir 2 choses. Soit elles vont commencer les sujets relations presse, donc qui sont mon cœur de métier, et du coup elles vont allouer une petite ligne, mais en fait c'est ce sont des arbitrages marketing en fait. On va potentiellement mettre 20K, 30K pour tenter c'est 1 mois de boulot, toi, 20K, de toute façon. C'est ça le tarif, quoi. 1 heure. Easy. Non, mais on va tenter de faire du consulting, voilà, sur des sujets relations presse, potentiellement à arbitrer avec une agence de community management ou une agence de SEO, tu vois. Donc, on va être quand même sur des arbitrages quand il y a des budgets marketing qui sont pas infinis, pas étendus, où cette année, on va privilégier sur 6 mois, 1 an, tel sujet, on voit le ROI, puis on avisera l'année suivante. Mais clairement, mes clients qui ont et une direction marketing et une direction communication et des budgets infinis, j'en ai quelques-uns qui sont bien positionnés, mais ça court pas les rues non plus. On les cherche quand on est consultant. Ceux avec les budgets infinis, tu nous les présenteras. Je suis assez curieux. Vis-à-vis de vos budgets, Hélène, Manon, je prends vous deux en priorité vu que vous sur vos postes aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vous-même des démarches à impact pour étendre ce que vous faites? Est-ce que comment vous en parlez en fait de ce que vous faites? Alors bon, c'est dans le cœur de métier de vos 2 boîtes, donc j'imagine que dans le moindre mouvement, mais est-ce que vous-même vous avez une démarche à impact sur votre démarche à impact? Je sais pas comment c'est une très mauvaise question, on comprend pas ce que je veux dire, mais vous m'avez compris. Est-ce que c'est vraiment au cœur de votre métier ou alors est-ce qu'en fait vous avez pas besoin de le faire parce que c'est tellement intrinsèquement lié à ce que vous produisez, à ce que vous poussez ou à la moindre action que finalement il n'y a pas forcément une stratégie à impact particulière dans la manière de travailler votre stratégie marketing? Je sais pas, Hélène, comment tu abordes ce sujet-là, par exemple? Alors, merci pour cette question très claire, Dominique. Ouah, et là, c'était ma meilleure question. Franchement, depuis que je fais ce podcast et des animations, des événements, des trucs, c'était ma question la plus claire depuis longtemps. Alors vraiment, nous chez Phoenix, comme je disais, l'impact, c'est pas une surcouche qu'on rajoute sur un business existant. On est une entreprise à impact. C'est vraiment dans notre ADN et de manière très naturelle, et ça va pas te surprendre. En fait, ça attire des gens qui ont ça aussi un peu dans leur ADN, dans leur culture et dans leurs valeurs. Et donc moi, je dirais que ça a été un de mes plus grands apprentissages quand je suis passée CMO d'une boîte qui n'était pas à impact à une boîte à impact. C'est que la manière dont tu leads une équipe marketing dans une boîte à impact, ça fait partie du package en fait, d'intégrer toutes ces valeurs à impact dans ton quotidien. Et donc je vais te donner... C'est quoi les valeurs à impact dans le quotidien? Je vais te donner un exemple hyper précis où je me suis fait un peu surprendre. Ouais. Donc évidemment, en tant que CMO, comme tous les CMO de la place en ce moment, je me suis mis en tête d'intégrer des process d'IA dans nos process marketing. Et venant en plus, ma boîte précédente, c'était une boîte qui faisait de l'IA. Pour moi, c'était complètement naturel. Et j'ai été surprise de voir qu'il y avait pas mal de résistance. Il y a eu quelques personnes qui ont levé la main quand on a commencé à déployer notamment ChatGPT pour des raisons de consommation carbone.
Et donc, tu vois, ces discussions-là, du coup, on l'a eu au sein de mon équipe. Du coup, j'ai complètement ouvert le débat au sein de mon équipe marketing pour essayer de comprendre quels pouvaient être les freins et comment nous, en fait, on pouvait l'utiliser d'une manière raisonnable, raisonnée, etc. Donc, tu vois, en fait, on le fait naturellement dans le choix de nos fournisseurs. Il est évident qu'on va avoir un regard sur les modes de production d'un certain nombre de choses, où est-ce que c'est produit, dans quelles conditions, etc. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est même pas structuré. En fait, c'est juste dans notre culture d'entreprise. Vous avez le même truc maintenant chez vous? Enfin, vous avez un peu la même Ouais, approche? exactement pareil et j'ai fait du coup trois boîtes à impact et c'est le même modèle à chaque fois. Là, c'est marrant parce qu'il y a eu le même sujet, chez Samy, en plus, voiture, de décarbonation, donc encore plus un sujet et du coup, le choix, elle s'est porté sur Mistral parce que Mistral est beaucoup moins, polluant. En fait, dans son modèle de LLM, dans la localisation également des serveurs et cetera, c'est beaucoup moins polluant. Donc voilà Quoi, et ils plus, pédalent, pour faire tourner les non, en trucs, fait, alors, je vais c'est pas rentrer dans le détail, mais en fait, ils utilisent, on peut utiliser des modèles avec moins de données. On peut faire ce choix d'accord. dans Mistral et du coup, en fait, ce qui n'est pas le cas dans ChatGPT où directement il y a un modèle avec beaucoup de données. Mais finalement, pour la majorité des questions de ton quotidien, tu n'as pas besoin non plus qu'il scrolle, un volume monumental de données et donc du coup, ça nous moins de D'accord. données. Ouais, dans le mode de Heu fonctionnement, d'accord. Exactement. Hem et 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 il y a le sujet des images, des vidéos et cetera, donc c'est des sujets qui reviennent. Aujourd'hui, effectivement, c'est hyper facile de générer une image. On peut même s'amuser à en générer 15, sauf qu'en fait, l'impact de la génération pareille des images est monumental. Donc en fait, il y a tout un sujet là-dedans. Mais Et plus toi, tu le généralement, en prends fait en compte dans ce que tu fais et dans la manière ouais, de vachement, travailler? vachement. Moi, je m'amuse pas à générer 40 images, en Paris, clairement pas. Si nos amis Vidéo non américains plus. écoutent ça, ils vont faire un malaise, je pense. Non, mais on peut pas par contre se passer de l'IA, c'est une évidence. La question, c'est plutôt, OK, comment j'utilise cet outil de la manière la plus pertinente possible dans la contrainte qu'on se donne tous collectivement parce qu'on le veut de l'impact écologique. Et du coup, il y a ce sujet, une contrainte, mais je trouve qu'on devient plus intelligent aussi avec cette contrainte-là et on arrive à imaginer de nouveaux modèles. Pauline, tu mentionnais tout à l'heure justement les nouveaux imaginaires hyper intéressant aujourd'hui et je pense que c'est un rôle aujourd'hui de CMO de s'atteler évidemment toutes les personnes qui nous accompagnent de s'atteler à ces nouveaux imaginaires, d'imaginer du très positif autour de l'impact écologique. Moi, il y a quelques années, j'étais dans une boîte qui faisait partie des conventions des entreprises pour le climat et on m'avait présenté les fameux 6 R du nouveau marketing qui sont ralliés, donc l'idée d'avoir une communauté autour pour promouvoir justement ce nouveau mode de consommation, donc réduire les entrants, ça commence par nous au marketing, donc vérifier qu'on consomme pas trop. Réduire les équipes. Non, c'est une mauvaise Non, blague. mauvaise blague, mais non, mais on a supprimé des réseaux sociaux par Ouais, volonté écologique, d'accord. par exemple. On fait moins de vidéos, moins de photos, de se dire qu'on va faire plus d'infographie à la place. Donc tout le sujet de raconter, rémunérer, donc tout à l'heure, tu as posé une question autour du prix. Il y a effectivement cette notion du prix, la notion du prix qui est très importante aussi pour rallier un maximum de monde. Mais finalement, le prix, c'est aussi le juste prix pour l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un chose hyper importante et il y a des marques comme, je fais C'est qui le patron? La marque de briques de lait là, Ouais, ouais. qui fonctionne extrêmement bien et les gens achètent ça parce qu'ils savent justement qu'il y a une bonne rémunération, finale. Hem, il y a, le respect aussi de l'ensemble de l'écosystème, des parties prenantes. Enfin voilà, c'est l'idée de se dire que, dans une boîte à impact, toutes les équipes ont un rôle à jouer et en fait, on doit incarner nous-mêmes cet impact et je pense qu'exactement comme tu disais Hélène, au final, on est dans ces boîtes parce que ça nous anime et on n'a même pas envie d'avoir cette schizophrénie au quotidien de justement, bah, parce qu'on est au marketing et à la com, on est en différentiel sur ce sujet écologique. Alors, je suis hyper aligné avec ça. Par contre, quand tu regardes les études, il y a un vrai décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu vas dans la rue poser la question sur ce que tu viens d'expliquer à peu près 8 personnes sur 10, je pense qu'ils seront d'accord. Je sais pas, mais je pense que c'est une stat, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais dans la réalité des faits, c'est quand même pas ce qu'on constate parce que sinon, heu, alors bon, les marques bio, c'est peut-être un mauvais exemple parce que peut-être que l'image, elle est un peu biaisée et puis il y a eu pas mal de scandales ou j'en sais rien. Bon bref, et puis c'est peut-être au niveau prix, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les marques les plus impactful ou celles qu'on maîtrise mieux ce qu'elles font, seraient les seuls leaders de leur marché. Or, on constate quand même que c'est largement pas le cas. Peut-être pour
des raisons de prix aussi, hein, évidemment, c'est peut-être juste ça la variable, mais donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la réalité très prosaïque de ce qui nous entoure fait que on est tous un peu contradictoires et paradoxaux dans notre manière d'agir et de consommer, que ce soit des entreprises. Je voulais revenir sur un point je voudrais, Pauline, que tu m'expliques. Tu parles de nouveaux narratifs, je sais pas quand tu l'as tourné, nouvelle histoire, Nouveau récit. nouveau récit. C'est quoi, à quoi tu l'attribues ce truc? Et est-ce que c'est un truc que tu ressens dans ton métier ou à travers les médias qui eux-mêmes ne sont finalement que l'écho d'une partie de la société ou des gens qui les lisent ou qui les Des écoutent, questionnements finalement, sociétaux, ouais. ouais, exactement, exactement. C'est quoi? Tu sens qu'il y a un besoin, mais c'est un besoin de l'ordre de finalement ça nous donne une nouvelle direction ou un but? C'est comment tu le qualifies, ce nouveau récit là dont tu Mmh. parlais tout à l'heure? Oui, c'est intéressant. Peut-être que, les citoyens dans une période quand même, on est sur un enchaînement de crises, je dirais. On n'a pas arrêté là, ces dernières années. Les guerres tout autour de l'Europe, ou en Europe, la crise Covid évidemment qui a été super longue, la trumpisation de l'économie mondiale tout simplement depuis le mois de janvier, avec un impact direct sur nos économies et nos sociétés en France et en Europe. En fait, on n'a pas arrêté d'enchaîner, je trouve, ces 4 dernières années. Alors, je suis peut-être plus particulièrement sensibilisée à ça parce que je suis à mon compte, plus salariée, donc moins protégée, donc plus alerte sur ces sujets macroéconomiques. Mais en fait, je crois que les gens ont quand même envie de feel good news, ou en tout cas d'avoir un peu de perspective, d'avoir de la lumière au bout du couloir à un moment donné. Et les nouveaux récits, ils servent à ça, ils servent à réimaginer le monde dans lequel on vit et en fait se sentir acteur, se sentir moteur du changement et pouvoir s'approprier ces sujets-là au niveau individuel. Je pense notamment à l'initiative Make Sense, qui vous parle peut-être sur des sujets d'entrepreneuriat social, où en fait, on va avoir des gens qui vont lancer des activités, qui vont parfois pouvoir les transformer en vrais projets rentables, en projets d'entrepreneuriat réels, ou des gens qui vont faire des transitions vers des carrières à impact. Donc, les nouveaux récits, c'est aussi ça. C'est des choses qui étaient, peut-être pour l'écolo de service, là, au fond du couloir, peut-être qu'en fait, on est tous un peu dans certains aspects l'écolo de service et que ça nous fait nous sentir bien, nous sentir humains, nous sentir impliqués dans notre société que d'avoir un job qui a du sens au niveau social ou environnemental, de lire des médias qui nous font peut-être réfléchir autrement et nous font voir la société sous un prisme différent, avec peut-être une pointe de militantisme, ou encore de sentir, je dirais aussi moteur au niveau de notre participation en tant que citoyen dans nos économies, se rapprocher, de nos maires, par exemple, et aller, travailler à leur côté sur des projets en local. C'est un petit peu ça, je dirais, les nouveaux récits. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est un mouvement global et qui résonne aussi dans ce que exprimé Hélène et Manon dans la manière de travailler. Euh, Ce que je voulais qu'on explore ensemble en suivant, c'était plutôt concrètement comment on s'y prend, parce que moi, je suis pas un expert du sujet, je suis pas convaincu, mais je suis moins enflammé que vous trois sur ce sujet-là. Pas par manque de conviction, mais simplement, je pense aussi par manque déjà, je travaille pas sur ces sujets-là au quotidien, et deuxièmement, peut-être par manque de compréhension et de connaissances. Mais quand on est un professionnel dans son entreprise aujourd'hui, et notamment, par exemple, dans le market, comment on s'y prend quand on va intégrer de l'impact? Alors là, je parle pas forcément à vos activités de business respectives, mais plutôt à votre posture de expert marketing slash com convaincu par l'impact et qui essaye de contribuer à ça au quotidien. Je sais pas, Hélène, est-ce que tu as des conseils ou tu as des manières de travailler et de fonctionner? Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment on intègre de l'impact dans sa stratégie market et dans son approche? Comment on en fait parce que moi, il y a des secteurs dans lesquels j'ai travaillé, où je travaille, je saurais pas comment m'y prendre, en fait. Comment je travaille ce sujet-là et comment je l'intègre, a fortiori dans une boîte dont c'est pas le cœur de métier, en fait? Ouais, alors déjà, je dirais attention justement à ne pas intégrer l'impact dans une stratégie marketing. L'impact, ça s'intègre Ah mince, dans une stratégie d'entreprise. Et je pense que d'accord. ça, c'est une erreur que peuvent faire parfois certaines boîtes, c'est de se dire que c'est un sujet de communication. Pour moi, le red flag, c'est quand je vois des CMO, des DIRCOM qui ont le titre aussi de Chief Impact Officer. Pour moi, ça veut direct dire ça, c'est une boîte en fait où l'impact c'est un argument de com, mais derrière c'est pas au cœur des opérations, c'est pas au cœur des RH, etc. Vas-y, Donc dis des noms, là. non, je balance pas. Non, je dirais rien. Mais voilà, vous les verrez passer ces gens-là. Ils sont certainement très bien intentionnés, mais je trouve que c'est un peu casse-figure
de se lancer là-dedans. Et je crois que c'est un peu aussi ce que disait Manon tout à l'heure, c'est en fait la notion de cohérence, c'est-à-dire qu'en fait l'impact c'est pas juste quelque chose qu'on affiche en externe, c'est quelque chose qu'on vit en interne dans la culture d'entreprise, dans les produits et dans les services qu'on vend. Et en fait, le marketing n'est juste qu'une courroie de transmission Ouais. de cette démarche qui est beaucoup plus globale. Du coup, faut que ça vienne d'en haut, quoi. C'est vraiment une démarche top-down dans ta vision? C'est-à-dire qu'il faut un alignement Comax évidemment, sur, cette démarche, mais il faut aussi une adhésion des équipes. Donc c'est pas simplement, le haut vers le bas, mais c'est aussi le bas vers le haut. Quand je dis que c'est du collectif, c'est tout le monde dans l'entreprise. Et en fait, c'est marrant, mais moi cette question-là, elle me fait penser un peu aux discussions qu'on avait, sur le digital il y a quelques années, où on créait, des services digitaux, un peu, en silo dans l'entreprise. Là, c'est le service impact, etc. Moi, enfin, mon rêve absolu, c'est qu'en fait, il n'y ait pas besoin de ces services dédiés, mais qu'en fait, l'impact, ça soit infusé partout dans l'entreprise. C'est la théorie du sachet de thé, quoi. Il faut que ce sachet de thé, il se diffuse partout dans l'entreprise. Donc, moi, c'est le conseil que j'ai à donner. Si il y a des gens qui ont, tu disais qu'on était enflammés toutes les trois. Je ne nous ai pas sentis très enflammés, je nous ai sentis très convaincus et très motivés par Enflammé le à sujet. l'intérieur, je veux dire, porté par le En tout cas, sujet. ça nous fait vibrer. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui vibrent pour ces sujets-là, je pense que la première chose, c'est évidemment de rallier en interne d'autres personnes qui ont cette sensibilité pour que ce soit une démarche collective. Sinon, ça risque d'être quelque chose de très superficiel et ça pourrait presque ressembler à du greenwashing. Ouais, justement, ça, c'est mon sujet, Manon. C'est quoi la ligne rouge pour toi entre le greenwashing ou l'impact ou où est-ce qu'on place ça? Parce que bon, ça reste assez flou, en fait, finalement. À quel Ouais, moment, complètement. quelqu'un qui rapproche Samy, qui signe un contrat, puis qui fait 3 petites bricoles pour faire genre: «J'ai fait un truc de décarbonation». C'est où la je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais c'est où la frontière et la limite, là-dessus? Je pense que c'était exactement ce que disait Hélène. Le sujet, c'est de se dire, il y a une action derrière qui vient du top management et qui, sointe sur l'ensemble, qui, diffuse, tu disais, comme la stratégie du sachet de thé, sur l'ensemble des équipes. Je pense que c'est ça le sujet. Il y a plein de barrières aujourd'hui pour vérifier ça, mais je pense que ce qui est important, par exemple, pour nous, pour Samy, c'est de se dire, il y a des boîtes qui vont arriver en étant moyennement convaincues. Et probablement qu'il y a un peu ce sujet, peut-être dans la tête du DG de greenwashing, j'en sais rien. Mais nous, le but, ça va être de les convaincre et de leur dire, vous voyez, il y a un intérêt, ça se mesure, il y a des KPI précis, on factualise les choses, et derrière, du coup, on vous propose des plans d'action qui, vous allez voir, vont avoir de l'impact, et là, là, il y a un intérêt, et tout le monde regarde, et on est convaincu, etc. Donc, il y a ce sujet-là. Après, des barrières au greenwashing, bon, il y en a dans la pub, on le sait. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de communiquer sur des sujets écologiques. Il faut vraiment prouver, voilà, que si on veut utiliser certains mots, il faut le démontrer concrètement. Donc ça, c'est bien. Il y a des choses qui se font aussi. Et au quotidien, je pense qu'il y a quand même, on vit à une ère des réseaux sociaux, voilà, où tout le monde observe et les gens se font épingler aussi. Voilà, on connaît une grande boîte de le pétrole qui, quand elle fait des pubs un peu écologiques, se fait épingler à chaque fois. Bon, il y a ça aussi, il y a quand même ça à prendre en compte au quotidien, mais pour autant, je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui se lancent en étant moyennement convaincues du sujet. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que les parties prenantes dans ce projet leur montrent que ça vaut le coup. Si je peux me permettre, je voulais juste rebondir un peu sur ce que disait Hélène avant sur le sujet de l'équipe marketing par rapport à ta question. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi quand même dans une équipe marketing sur l'impact individuellement, chacun à notre échelle. Mmh. Et il y a notamment le fait de calculer, de piloter un peu nos actions. Donc, tout à l'heure, je mentionnais une infographie versus euh, un email, etc. En fait, quand on connaît le poids carbone d'une recherche IA, de regarder une vidéo sur son téléphone, pas en Wi-Fi, versus en Wi-Fi, de publier sur les réseaux sociaux une vidéo de 3 minutes versus de 30 secondes. Enfin, en fait, il y a des métriques comme ça à connaître qui ont un impact et qui peuvent jouer un rôle au quotidien, dans le quotidien de toutes les équipes marketing. Il y a aussi tout le sujet de l'éco-conception. Aujourd'hui, les designers, et il y en a de plus en plus, des designers qui s'intéressent au sujet. Ouais.
ils apprennent ça d'ailleurs dans les écoles, il y a des modules un peu d'éco-conception. Il y a des moyens de réduire et il y a un intérêt parce que du coup, ça réduit la vitesse de ton site, ça réduit la vitesse de recherche et cetera. Donc en plus, il y a des intérêts, business derrière, SEO et SIA il y a des choses à faire et donc du coup, je pense que pousser ces sujets-là, se dire: «1 calculer l'impact, vous regardez le poids de vos emails, bah, en fait, ce poids d'email, il a un rôle aussi, on le regarde pour, la délivrabilité, mais en fait, il a pas que, ce rôle ce sujet de délivrabilité, et tous les sujets d'éco-conception parce que finalement, choisir la bonne police qui est, déjà intégrée dans les moteurs de recherche, bah, ça a un impact, en fait. Donc c'est connaître des petites choses comme ça, donc on en revient à ces sujets de formation, de calcul, de KPI Ouais. possiblement, à l'échelle même de l'équipe marketing, mais uniquement s'il y a une ambition globale d'entreprise. Je suis complètement d'accord avec toi, Hélène. Plus globalement, juste pour terminer sur ce point-là, Pauline, quand on parlait du récit là tout à l'heure, on dit souvent que les plus jeunes générations sont plus exigeantes ou plus alertes ou plus informées, je ne sais pas quel est le bon terme. Est-ce que toi, alors là, je vais peut-être poser la question à la personne, aussi, mais est-ce que c'est un truc que tu ressens? Est-ce que c'est, un truc que tu vois peut-être, j'en sais rien, dans les médias? Ou en fait, c'est un mythe et finalement, il y a pas forcément ce décalage-là, de génération sur ces sujets-là? Est-ce que tu as un avis là-dessus, sur ta vision un peu de ce que tu racontais tout à l'heure par rapport au récit là, sur l'impact et sur le récit sociétal que tu nous as détaillé? Hem, Au niveau des personnes qui vont porter des sujets, des projets, à impact positif, on le voit si on voit les profils des dirigeants au niveau French Tech, ça serait intéressant de voir la moyenne des âges. Ce sont des boîtes où la moyenne d'âge, c'est quand même 30 ans sur les personnes qui vont rejoindre, ces entreprises-là. Est-ce que c'est le format start-up ou est-ce que c'est parce que les sujets parlent particulièrement, aux jeunes diplômés, comme l'a dit Manon, de grandes écoles? Ça serait à discuter, mais il y a quand même, oui, il y a quand même une petite tendance vers la sensibilisation et le côté, ben, nous on a un peu cramé déjà tu vois, on a des bilans carbone qui sont ce qu'ils sont quand on atteint On la est perdu quarantaine. pour la cause? Ouais, voilà, plus ou moins, selon les personnes et du coup, il y a des personnes qui sont certainement plus sensibilisées, plus jeunes aussi. Je vois dans les écoles, ils font des sorties, biodiversité. Ben, moi, quand j'avais 6 ans, je ne faisais pas de sorties sur des sujets de Ouais. biodiversité. Donc c'est des choses dont les enseignants, des sujets sur lesquels les enseignants s'impliquent. En lien après j'habite à Grenoble, une des villes les plus, écolo et gauchistes de France, donc tout se rejoint. Hem chez mes clients, j'ai quand même des directions marketing communication qui portent ces sujets-là, qui ont fait carrière dans des secteurs donc à impact, qui vont avoir travaillé pour l'ADEME, qui vont avoir fait des masters sur des sujets environnementaux. Donc clairement, les gens qui vont ensuite rejoindre des entreprises à impact positif au sens large et générique sont des gens qui sont convaincus. Et les filles l'ont très bien illustré, Manon et Hélène, ça va être le choix de la qualité plus que la quantité. Ça va être le choix du local, du made in France potentiellement. Ça va être des arbitrages en essayant de protéger l'humain au maximum. Et ça va être, moi je le vois par exemple sur les stratégies, pour revenir à mon travail sur les stratégies RP qu'on va déployer, j'ai aucun client qui me dit alors, on commence les relations presse, tous azimuts, on veut lancer le personal branding du dirigeant, faire du voilà CEO advocacy, employee advocacy, être dans tous les médias professionnels, être dans les Mmh. échos tous les mois. J'ai personne qui m'aborde avec ce type de stratégie. C'est plutôt Ouais. bon, on va commencer, on a un sujet par trimestre qui est maîtrisé, qui est identifié. On va déployer ça sur une première année, puis à l'issue de la première année, on va faire un bilan héroïste de ce que ça a apporté à l'entreprise, et puis on avisera sur la deuxième année, qu'est-ce qu'on peut rajouter une fois que le socle, en tout cas, est maîtrisé. Donc, je crois que sur des entreprises qui ne sont pas sur des sujets de croissance infinie, qui ne recherchent pas en fait forcément une croissance infinie, tout simplement, et sur des personnes qui sont convaincues qu'on peut faire bien et beaucoup en maîtrisant en fait l'impact négatif des activités, on arrive déjà à aller assez loin. Voilà, donc je crois que c'est un petit peu finalement les D'accord, ouais. câblages que toutes les personnes autour de moi ont. Moi, enfin, si je peux compléter sur ce que vient de dire Pauline sur la partie appétence de la nouvelle génération. Nous, chez Phoenix, on a fait une analyse de nos close won et de nos close lost sur les opportunités commerciales qu'on a en cours. Donc, en gros, on a essayé de comprendre s'il y avait des patterns, des motifs
en termes de persona sur est-ce que il signe avec Phoenix ou est-ce qu'il signe pas avec Phoenix. Et c'est hyper intéressant les données qu'on a sorties. Donc évidemment, sans aucun doute, plus on est jeune, plus on est sensible à cette notion d'impact environnemental et social. On s'est aussi rendu compte que, en gros, on avait plus de chances de gagner quand c'était quelqu'un qui prenait la direction d'un magasin versus quelqu'un qui est depuis 15 ans dans son magasin. Et le dernier point qui est intéressant et que tu n'as pas abordé, du coup, tu as abordé sous l'axe générationnel, mais il y a un biais de genre. On s'est rendu compte que les femmes étaient plus réceptives à ce discours que les hommes. Oui, mais Donc, en regarde, gros, il y a on 3 voit invités aujourd'hui. femmes aujourd'hui. voilà. Ouais, effectivement, c'est QFD. Mais On donc, m'a en gros, non. suggéré d'inviter un homme, mais au final, Pauline, j'avais déjà demandé aussi à Pauline et donc pour compléter un peu le plateau. Mais je me suis fait la remarque. Alors, il y a aussi un deuxième biais, pardon, je te coupe, c'est que dans le marketing et la communication globale, il y a déjà une surreprésentation des femmes. Et bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc, ouais, il y a le genre, tu le vois dans Ouais, il y a le genre. Donc nous, on sait que en fait, là où on a le plus de chances de maximiser Phoenix, c'est si on tombe sur une jeune directrice de magasin. Là, on a des chances d'avoir un rendez-vous. Et tu sais le qualifier, ça? Enfin, tu sais à quoi c'est dû? Ou le fait qu'il y ait ce genre, enfin, cette biais du genre, c'est un truc que Non, vous avez on poussé a ou fait pas plein, forcément? évidemment, on a fait plein de suppositions en interne, mais non, j'ai pas de science C'est sur pas, le sujet. c'est pas un sujet étudié, ouais. Bon, dernière question pour toutes les trois. Aujourd'hui, on a parlé pas mal de la manière dont l'impact c'était un différenciateur et comment ça permettait en fait d'émerger, de se positionner un petit peu différemment. Est-ce que votre rêve respectif, est-ce que ce serait pas juste que ce soit une forme de commodité en fait demain? Point d'interrogation. Alors, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être moins de business à proprement parler sur l'impact, mais il serait plus diffusé de manière un peu globale partout, dans tous les secteurs et dans tous les types de boîtes. C'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce que ça va rester en fait finalement quelque chose, vos intuitions, hein, parce qu'évidemment personne ne sait, mais est-ce que ça va rester quelque chose d'assez particulier, un vrai différenciateur, ce qui est le cas chez Phoenix, ce qui est le cas dans ta société aussi Manon, c'est-à-dire en fait des boîtes qui font ce que vous faites, il y en a quand même pas beaucoup, et ça reste quand même des exceptions. Ou est-ce qu'en fait vous vous attendez à ce que demain ça devienne une forme de commodité dans le bon sens du terme, qui soit diffusée partout? Et Pauline, pareil aussi, toi, vis-à-vis de toutes les sociétés que tu constates, comment vous voyez les choses là-dessus? Question Moi, piégeuse. Manon, je sais peut-être pas si tu as, ou oui, Pauline, vas-y, ouais. très rapidement, parce que ça va être du point de vue de mes clients. Toutes les entreprises que j'accompagne sont en croissance, voire en hyper-croissance, donc je trouve ça quand même assez rassurant. On est capable de Ouais. faire du bien pour la planète et de générer du business, très clairement. Au niveau, en effet, Manon l'a bien expliqué, 2023-2024, c'était des très bonnes années pour les entreprises de la green tech, pour les levées de fonds. 2025, ça s'est beaucoup ralenti du fait notamment du contexte politique français et les marchés voilà, vers lesquels les investisseurs regardent, ça va être l'Italie en ce moment. Mhm. On espère qu'il y aura tout est cyclique dans le secteur de la transition. De toute façon, tout est cyclique. Donc j'espère qu'il y aura un retour, en tout cas sur le marché français dans quelques années. Voilà pour moi. Je pense qu'on espère tous que ça devienne un réflexe, notamment nous chez Samy, justement sur ces sujets de décarbonation, de bilan SG, etc. On a envie que ça devienne un réflexe et pas seulement un réflexe contraint. Même si aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est un peu plus balbutiant justement cette notion de contrainte. Mais il y a, on fait aussi ce métier en étant extrêmement convaincu. Donc, à partir où on est convaincu, on a envie de convaincre l'intégralité de la population française de cette nécessité-là. Moi, je crois à cette possibilité en tout cas, parce que, bah, j'en mentionnais tout à l'heure, mais on a des modèles qui fonctionnent et qui ont réussi à prendre cette place de marché. Hein. Back Market, il est là, il est présent aujourd'hui, il fait partie intégrante du retail aujourd'hui et d'une manière de consommer. Donc c'est possible aussi de proposer une autre manière de consommer, une autre manière de voir les choses, que ce soit d'un point de vue B2B ou B2C. Ouais, et puis peut-être pour conclure, mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à montrer qu'on peut combiner impact environnemental et social et impact économique, en fait, ça devient un no-brainer. Et il n'y a pas besoin d'être enflammé comme nous trois pour croire en l'impact. Et je pense vraiment, je continue sur ma métaphore du sachet de thé, mais j'espère justement que le thé sera bien infusé dans les prochaines années. Eh ben super, c'est une très bonne conclusion. Merci à toutes les trois. C'était Futur Proche, le podcast. Encore un épisode bien dense sur un sujet sur lequel on reviendra, je pense probablement, parce que ça ouvre autant de portes qu'on essaye d'en refermer en les abordant.
Nouvel épisode dispo partout. On est toujours dispo partout en audio et en vidéo sur YouTube depuis pas très longtemps, même si on n'est pas un studio encore à proprement parler. Peut-être un jour. Merci Hélène, Manon, Pauline. Merci à toutes les trois pour votre participation à cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, noter, liker, partager, enfin tous les verbes d'action que vous pouvez mettre derrière. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, futur proche, il est déjà là, autour de nous. À bientôt!